Laurent Roland Tonné-Ikes, bonjour. Maury Agua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs et internautes. Merci pour votre présence sur ce plateau. Les journaux à la une ont été vraiment fournis ce matin. Bien évidemment. Les directeurs de publication, les rédacteurs en chef ont été vraiment inspirés. Et puis nous allons démarrer par La Nation ce matin qui nous dit que Sénat, le grand jour. Oui, je crois que c'est le dernier jour pour le dépôt des dossiers pour les législatives du 8 janvier 2023, bien évidemment. Et on a coutume de voir que quand il y a, dans cette période, souvent les partis politiques attendent toujours le dernier jour pour rentrer dans la maison, en tout cas dans la cour de la Sénat. Et d'ailleurs, on a toujours observé ça, je n'ai pas compris. D'ailleurs, même certains vont dans la maison le matin et restent là, même ils constituent leur dossier dans la maison. C'est même pas ça, ils rentrent là-bas, peut-être que le portail doit être fermé à 0. Par exemple, ils se rendent là-bas à 23h52 et on ferme le portail. Donc ils sont là jusqu'au lendemain, jusqu'au soir du lendemain. Et donc, je crois que c'est une mauvaise image et c'est une mauvaise habitude des formations politiques. Vous savez, même ceux qui se font appeler les grands partis politiques aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'à l'heure actuelle, ils ne soient pas en mesure d'aller déposer leur candidature. C'est vrai que certains parmi eux ont coutume de dire les derniers seront les premiers et que parfois ils n'ont pas envie d'être les premiers à déposer les dossiers. Mais je crois que dans une certaine mesure, il va falloir maintenant, et c'est peut-être une discussion qu'il faut mettre dans la loi, hein, c'est-à-dire que le dernier jour du dépôt des dossiers, c'est que ça s'arrête à 17h. Ou bien si vous rentrez dans la maison, vous avez exactement 2 heures ou 3 heures de temps à faire dans la maison pour sortir. Si vous faites plus que ça, votre dossier n'est plus... Non, mais Laurent Roland Tonné-Ikes, tout cela participe à l'ambiance et à la vie de l'animation, vous savez, de la vie politique. Vous savez ce que nous vivons à la Sénat en tant que journalistes. Ça nous amuse. Non, mais ça nous amuse. Mais ça, c'est une pression pour... On voit à quel point les gens ne sont pas suffisamment organisés. Je suis d'accord. Voilà, on n'a pas besoin de mettre cela dans une loi. Je suis d'accord. Je suis d'accord que quand on est là, qu'on voit ça, ça amuse. Il montre l'écart. Parfois, c'est une façon qui envoie d'abord un militant, un membre du parti, d'abord faire la ronde dans la cour, repartir. Et quand on voit le responsable ou le membre de ce parti, on dit, mais ils sont déjà là. Et puis, tout le monde vers le portail. On se rend compte que cette personne vient seule et repart avec ça. Il n'a même pas le dossier. Aucun dossier en main, repart. Et après, c'est une autre personne qui vient. Donc, je crois que ce que disent, oui, c'est quelque part, ça amuse. Mais au fond, c'est une pression sur ceux qui travaillent là. Vous savez, il y a des gens qui sont commis à cette tâche, qui doivent faire le travail. Vous imaginez que ce que vous aurez pu faire en 5 jours, en une journée, on vous soumet à une pression et que vous devez faire tout ça en une journée. C'est vrai qu'ils sont payés pour ça. Oui, mais pourtant, on ne va pas les soumettre à cette pression. Bon, ce n'est pas seulement une habitude des partis qui veulent déposer des dossiers. Même au Bénin, il y a beaucoup de choses. Les Béninois aiment les derniers moments. Oui, même si on lance un appel à candidature, je suis d'accord. Dépôt des dossiers pour un concours, les gens attendent toujours. Je suis d'accord que le dernier jour pour aller déposer le dossier. Je suis d'accord que les Béninois attendent le dernier jour. Il me semble que c'est comme si c'est culturel, c'est comme si c'est dans nos habitudes. Non, écoutez, c'est parce que justement, c'est là qu'il faut interpeller alors parce que les acteurs politiques, dans une certaine mesure, doivent pouvoir montrer l'exemple. C'est-à-dire qu'en faisant les choses dans les normes, regardez depuis quand on a ouvert. Et puis, c'est le dernier jour que vous imaginez qu'eux tous vont se retrouver dans la cour de la Sénat, mettre la pression sur les travailleurs qui sont là, qui doivent faire leur travail. C'est vrai que ça participe à une bonne ambiance hein, quand on est là. Et ça fait rire parce qu'on... Ce qui me préoccupe, Laurent Roland Tonné-Ikes, est-ce que tous ont pu recevoir leur quitus? On le saura dès ce soir ou demain. C'est-à-dire que les formations qui réussiront à aller dans la cour de la Sénat tout au moins, on saura qui ont pu déposer à temps et ceux qui n'ont pas pu avoir le quitus, ceux qui n'ont pas pu avoir les quitus fiscaux pour leur candidat. On attend de voir ce soir parce que c'est vrai qu'il y a assez de débats sur cette affaire de quitus fiscal depuis quelques jours. Il y a eu la sortie du DG Nicolas Yanoussi, il y a la sortie de Basile Arrossi, et qui évidemment est venu contredire ce que le DGI a dit. Donc, oui, on attend de voir ce soir, d'ici ce soir à demain, on saura si toutes les formations politiques qui ont exprimé les besoins d'avoir les quitus fiscaux l'ont reçu, quels sont les partis qui clairement iront aux élections le 8 janvier 2023. J'ai vu un communiqué passer qui demandait aux gens de prendre le quitus. Dis aux gens de venir prendre les quitus fiscaux le 1er novembre. Ne veut pas dire que c'est tout le monde qui ira prendre quitus fiscaux. C'est ceux qui peut-être ont leur quitus déjà disponible qui certainement vont se rendre là-bas et prendre.
La preuve, vous avez vu le message que l'autre a balancé, Basile Arrossi a balancé. Il a reçu un message comme quoi c'est prêt, il est parti. Après, on lui a dit que c'était une erreur. Donc, beaucoup de personnes pourraient peut-être éventuellement aller là-bas hier et se retrouver en tout cas face à une situation où on leur dirait que c'est pas prêt. Donc, de toute façon, c'est ce soir et demain qu'on sera situé. Avec les dépôts et dossiers à la Sénat, on saura qui est dans la course et qui n'est pas dans la course. Qui est dans la course et qui n'est pas dans la course, c'est maintenant le matinal qui nous rappelle que nous sommes au mois de novembre. Nous sommes en novembre et que c'est le mois de tous les espoirs. Les promesses seront-elles réalisées ou pas en ce qui concerne l'augmentation des salaires? Nul doute que les promesses seront réalisées. Vous savez, nous sommes dans une période, dans un processus électoral, dans une période électorale. Donc, nous sommes en plein dans ce qu'on peut appeler une sorte de pré-campagne parce que les formations politiques sont sur le terrain en train de remobiliser leurs troupes. Et le pouvoir en place a l'ambition d'avoir la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et donc, ils n'ont aucune raison de ne pas pouvoir tenir cette promesse qui a été faite aux travailleurs. Parce que ne pas tenir cette promesse, c'est déjà un coup qu'on se donne soi-même pour limiter, en tout cas, ces chances d'avoir la majorité des députés. Maintenant, au-delà de tout, tenir la promesse, à quelle proportion sont-ils prêts à tenir cette promesse? Est-ce que c'est une promesse qu'on tiendra avec le minimum, c'est-à-dire que, comme on dit en fond, un minimum budget, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est de cette manière ou bien on créera de bonnes conditions pour que les travailleurs aient véritablement une augmentation de salaire assez conséquente? C'est peut-être... Vous êtes inspiré ce matin, minimum budget. Non, j'ai pas dit. Est-ce qu'on va le faire de cette manière? Vous êtes très inspiré ce matin. Ou bien on va bien augmenter les salaires pour les fonctionnaires? Parce que tout coûte cher et on est rapidement le président avait fait des propositions. Oui, des propositions. Il a dit que ce sera au prorata des salaires. C'était des propositions qui ont été faites, ce n'est pas des décisions qui ont été prises. Donc maintenant qu'on est en plein dans le jeu, où des décisions seront prises, on attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Ce qui est sûr, je sais que le gouvernement ne fera pas l'erreur de ne pas tenir sa promesse parce que faire une erreur de ne pas tenir une promesse maintenant et ne pas bien tenir la promesse peut être clairement, en tout cas, ressenti dans les urnes en janvier 2023. Ça peut être ressenti dans les urnes en janvier. Je ne dis pas que ça sera ressenti, mais ça peut être. Ça peut être, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, ça peut oui, être. Il ne faut pas qu'ils me disent non, ce n'est pas moi qui vote. Vous insistez là-dessus pour ça peut comprendre que c'est ça peut être que vous avez voilà. dit. D'accord, très bien. Alors, nous allons passer maintenant à un autre quotidien. Cette fois-ci, on va parler du Béninois libéré. Ah, le Béninois libéré qui nous apprend que ça chauffe à l'UPR et que ça jubile au BR. Oui, je voudrais dire au Béninois libéré ce matin que ça ne jubile pas au BR. Ah, d'accord. Ça ne jubile pas du tout au BR. Moi, j'ai des informations concernant les candidatures du BR dans certaines localités, ça ne jubile pas. Je vous assure que ça me rappelle les propos d'un militant BR de Porto-Novo qui nous a appelé sur le plateau pour dire si on positionne des gens qui ne sont pas leurs leaders, qui seront prêts dans une certaine mesure à aller voter pour d'autres formations politiques. Et on est en plein déjà dans cette situation. Vous savez, je prends par exemple Calavi. Ça ne jubile pas au BR. Non? Allez voir. De toute façon, d'ici ce soir ou demain, on aura la liste. Et on viendra opiner sur ces listes, sur ce plateau. Et vous allez comprendre que ça ne jubile pas. Des gens ont déjà écrit pour saisir Abouda Biochani. J'ai les preuves, je peux les brandir. Des gens ont écrit pour saisir Abouda Biochani pour dire qu'ils ne sont pas d'accord des positionnements, par exemple, dans Calavi autre, parce que les communes politiques n'ont pas été prises en compte dans une certaine mesure. Donc, il y a un certain nombre de choses déjà qui font que les gens, il y a grincement dedans. Et à l'UPR, oui, c'est au moins, je peux confirmer aussi que ça chauffe là. Parce que, vous imaginez, il y a un journal qui a écrit, et Tokpanou a semé, récolte là où il n'a pas semé. Oui. Moi, je ne savais même pas que Tokpanou était UP. D'accord. Vous imaginez. Mais je crois que, est-ce qu'on a mis Tokpanou, si la liste est confirmée en l'état, est-ce qu'on a mis Tokpanou à tête de liste parce qu'il est natif de Calavi? Mais si ce n'est pas pour ça qu'on le met en tête de liste, allez questionner l'histoire politique de Tokpanou. Comment a-t-il
Combien de voix a-t-il pu avoir avec son parti pur? Vous imaginez? Pur. Vous rappelez c'est Défi Info qui écrit, qui parle de Tokpanou. Et Victor Tokpanou a récolté là où il n'a pas semé. Qu'il vous souvient que ce monsieur a créé le parti pur dans ce pays. Il a pu avoir combien de voix avec pur dans Calavi? Moi, je ne sais pas. Quelle est sa cote de popularité dans Calavi? Ce qui fait que, en fait, les listes aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai vu des positionnements, des gens ont été mis en 6e position, des gens qui étaient déjà députés, parce qu'il y a les députés des airs qui avaient... Mais si on positionne Tokpanou en tête à l'UP, c'est sa chance. Oui, c'est un mérite. Certainement qu'il avait... Vous savez, ce dont on peut se réjouir dans cette affaire. Il avait accompli des missions pour le gouvernement qui méritent qu'on le positionne ici. Ce qui peut réjouir dans cette affaire, c'est que ceux qui se prenaient pour députés accomplis, si en réalité la liste qu'on a vue est validée, c'est-à-dire ceux qui se prenaient pour députés accomplis sous Patrice Talon sont en dernière position maintenant, doivent travailler pour d'autres personnes parce qu'hier, d'autres ont travaillé pour eux. C'est un peu se réjouir de ça. Non, il faut aussi changer la classe politique à l'Assemblée nationale. On est fatigué de voir les mêmes têtes. Non, ceux dont je parle, c'est les gens qui ont été élus députés pour une fois dans leur vie, en 2019, par chance. Oui, mais bon, il faut qu'on les change maintenant, non? Non, on ne va pas quand même changer tout le temps tout le monde. Bon. Mais de toute façon, je crois que au niveau de l'Union progressiste, quand on parle de l'AS, Togba Kwedo est complètement lésé. Non, mais je rappelle que Tokpanou a je crois qu'il doit avoir des ramifications à Trabord. Trabord qui est dans Togba normalement. Oui. Donc, je crois que l'AS là n'est pas pour autant lésé. Dans une certaine mesure. Bon, Houdé a-t-il été trahi? Oui, a-t-il été trahi? Une bonne question. Mais il n'est pas sur la liste? Avez-vous les informations? Avec la liste que j'ai vue, il n'est pas sur la liste. Maintenant, quand Houdé n'est pas sur la liste, il va falloir travailler. Mais Laurent Roland Tony Kesmi, mais ce qui se passe dans ce pays-là, vous le savez, à 23h59, on peut changer la liste. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi je dis, et c'est pourquoi je dis toujours, si la liste dont on parle là est confirmée, on opine sur cette base. D'accord, ok. D'accord, sous réserve que la liste... Allons-y alors. Si la base de cette liste qui circule, si Houdé n'est pas positionné, il va falloir le surveiller comme du lait sur le feu dans un... Parce qu'il est capable de faire une campagne en silence pour la formation politique. Non, je ne crois pas. On va compter sur sa probité parce que si il accepte faire fusion de son parti avec l'UP, je pense qu'il est embarqué. Il n'aura pas le choix que de battre campagne. Je vais vous donner l'exemple. Parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée pour le remercier, pour le récompenser. Vous savez ce qui a été la débat après les élections, il peut avoir droit à d'autres postes. Vous savez ce qui a été le problème du BR en 2019 à Bonga, dans la 6e? C'est parce que les gens du BR, parce qu'ils n'ont pas été bien positionnés, sont allés faire contre-campagne pour le BR en 2019. Et ça, je le dis. Et on les connaît. D'accord. On les connaît, ils se connaissent, ils savent que ceux dont je parle, s'ils nous suivent maintenant, ils savent ceux dont je parle, ils savent qu'ils ont fait contre-campagne. Ça veut dire que quoi? Tous ceux-là qui ne sont pas positionnés. Mais Houdé doit être, je ne le défends pas, mais quand même, à le voir en tant que parler de lui, il doit être un homme. Il n'a pas besoin de monter. Il se doit de respecter sa parole. Attention, il n'a pas besoin de venir sur un plateau de télévision ou à la radio pour dire. Houdé, c'est quelqu'un, l'homme de terrain. Et donc, de bouche à oreille, c'est déjà fait. Mais peut-être que son objectif n'est pas d'être positionné. Peut-être que c'est lui-même qui a voulu ne pas être positionné. Peut-être que nous opinons sur un sujet que forcément on ne maîtrise pas. Peut-être. Bon. Je dis ça je dis ça parce que c'est bien possible. C'est bien possible que son objectif je vais vous dire une chose. Ne soit pas d'aller à l'Assemblée. Je vais vous dire une chose. Autant qu'ils sont, qui ont fait les ralliements de dernière minute, la plupart du temps là. C'est pour... La preuve, il y a des gens qu'on a positionnés sur des listes. En tout cas, dès que les listes vont sortir, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont qui ont fait des ralliements de dernière minute, mais qui sont sur des listes. D'accord. Qui sont sur des listes. Et je ne crois pas qu'un Houdé ne voudra pas aller à l'Assemblée nationale. Parce que, c'est-à-dire, Houdé à l'Assemblée nationale, c'est une longue histoire. À qui profite alors l'éventuelle absence de les démocrates aux législatives? Ce n'est pas moi qui vous pose la question, c'est Défi Info. Le journal écrit « Obstacle dans l'acquisition des quitus fiscaux démocrates ». À qui profite alors l'absence
du parti Les Démocrates aux législatives? Je crois que c'est les acteurs politiques qui doivent répondre à cette question. Parce que nous, on a assez opiné sur la question. Ce serait bien que les démocrates aient leurs quitus fiscaux, bien évidemment, pour aller aux élections. Maintenant, si aujourd'hui le DGI est monté au créneau à parler, que l'un des membres du Parti des démocrates est monté au créneau également à parler, je crois que dans une certaine mesure, on doit pouvoir situer maintenant à qui profite l'absence des démocrates législatives. Parce que jusque-là, on n'a pas entendu, par exemple, le parti FCBE se plaindre. On n'a pas entendu le parti FCBE se plaindre. On n'a pas entendu les plaintes du parti FCBE. Ça veut dire que tout va bien là-bas. Je suppose que tout va bien là-bas. Et donc, il y a... Et quand Eric Moundete dit, par exemple, tous les membres du bureau politique, en tout cas, les responsables du Parti démocrate, n'ont pas eu leurs quitus fiscaux, dans une certaine mesure, comment ça peut s'expliquer? Les têtes de pont n'ont pas eu leurs quitus fiscaux. Et donc, on peut se poser mille et une questions. Sachant que ces têtes de pont, pour la plupart, en dehors de quelques-uns, seront imbattables dans leur zone. Oui, mais si certains ont eu leur quitus, est-ce que cela ne veut pas dire que ceux-là peuvent aller aux élections? Non, s'ils n'arrivent pas à réunir le nombre de candidats qu'il faut, 109 candidatures, 109 suppléants. Si vous n'avez pas de candidature incomplète, dossier de candidature incomplet, et donc on ne peut pas valider. C'est ça le problème. On ne peut pas valider. On ne peut pas valider. C'est dommage. On ne peut pas valider. Bon, oui, ainsi, on va voir. Demain ou vendredi, on va revenir un peu sur ces analyses-là pour voir ce qu'il en est. Nous venons donc rapidement de parcourir Béninois libérés, Défi Info. Peut-être on va avant de parler du potentiel, on va parler des démocrates. On a quand même parlé un peu des démocrates, mais je voudrais qu'on s'intéresse à Irénée Agossa. Oui. Irénée Agossa, qui, comme les journaux l'ont écrit, a été désillusionné. Oui, mais écoutez, il ne doit pas être surpris, non? Était-il en mission? Mais écoutez, il est sorti de nulle part pour être candidat en 2021. Il a peut-être pensé qu'en 2023, ça va être la même chose. Je crois que la manière dont vous faites les choses, ça vous fait à un moment donné. Il n'avait pas de formation politique, mais il a été candidat. On ne sait pas quelle sa candidature avait été validée parce que la réforme du sympathisant disait clairement qu'il faut être membre d'un parti politique, que la candidature est portée par un parti politique. Mais quelqu'un qui s'est retrouvé d'abord membre démocrate sanctionné, sous sanction, suspendu, et qui après finalement se retrouve à être candidat, et qui a même réussi à avoir les parrainages. Et si on estime que votre présence peut-être dans la course pour les législatives pourrait être un os dans la gorge, il va falloir se débarrasser de vous tout simplement. Et je crois que le mécanisme a été trouvé pour se débarrasser de lui tout simplement. Parce que oui, justement, lui aussi, il veut récolter là où il n'a pas semé. Parce que quand il fait des exigences au parti FCBE, sous prétexte qu'il sera tête de liste dans la 6e conseil électoral, qu'a-t-il pu faire avec son parti, les nationalistes, dans ce pays? Combien de personnes a-t-il pu réunir à une élection dans ce pays pour maintenant venir s'imposer à des gens qui ont déjà des élus dans la localité? Qu'on le veuille pas, le parti FCBE a déjà 2 élus qui siègent au conseil communal. Et toi, tu viens maintenant, tu te pointes pour dire que tu suis à tête de liste. Pourquoi? Parce que peut-être que tu estimes que oui, FCBE et toi, vous êtes oiseaux du même plumage. Non, ça ne marche pas comme ça. L'autre aussi a des exigences. Oiseaux du même plumage. Oui, mais ils sont des oiseaux du même plumage. On sait comment ça se passe. Et donc, aujourd'hui, les autres lui ont dit, mais écoutez, même si on est du même plumage, attention, il y a des limites infranchissables. Donc, on ne peut pas te tolérer ça parce que tu viens sur notre liste, tu vas bénéficier du travail de nos militants, mais au finish, là, nous, on y gagne quoi? Donc, il y a ça. Et connaissant Irénée Agossa, même s'il est élu sur la liste, je parie que à l'Assemblée nationale, il ne parlera pas le langage des FCBE. Il va prêcher pour sa paroisse. Donc, les autres ont tout fait de comprendre dans une certaine mesure. S'il a les moyens d'aller aux élections, je ne sais pas comment il a pu avoir les moyens pour aller aux élections présidentielles, en 2021. Donc, qu'il s'arrange pour avoir les moyens pour aller déposer sa candidature. S'il tente qu'il a fait un congrès national et qu'il dit qu'il est présent dans toutes les communes du Bénin, pourquoi il ne rassemble pas les 109 candidatures avec les 109 suppléants et il veut profiter d'une autre liste pour être tête de liste dans une circonscription électorale? Je crois qu'il a montré, maintenant à la phase du monde sans limite, il a montré clairement qu'il était peut-être un instrument politique utilisé en 2021 pour faire passer une situation. Voilà, vous l'avez dit. Et puis le potentiel trouve que la décision de port de casque obligatoire pour les passagers
à moto est une décision mal inspirée aux conséquences désastreuses. Et puis le journal trouve comme argument l'appliquer en l'état peut causer plus de morts que par accident à cause des maladies virales contagieuses. Je crois Est-ce que cet argument tient? Ça ne tient pas. Je crois que tel qu'il est dit là, attention, c'est très mauvais pour les populations. Les gens vont prendre ça. Et vous savez comment les gens nous réfléchissent dans ce pays. Hein. On est borné, on ne veut pas ouvrir les yeux, on ne veut pas comprendre la réalité en face. Il est dit. Je pense qu'on a vidé ce dossier. Il est dit que chaque citoyen doit pouvoir s'acheter son casque. Oui, des gens ont évoqué les raisons de ce que les gens n'ont pas les moyens dans ce pays. Mais écoutez, ça fait plus de 10 ans qu'on parle de casque dans ce pays. On ne va pas continuer à éduquer les Béninois. Et c'est ça que moi je dis en réalité. Oui, il faut, à partir du 15, moi je me déplace, c'est vrai ce matin je suis venu sans casque. Mais je sais que quand la répression, je vais mettre mon casque. C'est tout simple, on dit mets ton casque pour te sauver ta vie. Va t'acheter ton casque si tu veux prendre Zem et monte sur ta moto. Si tu as une épouse, comment comprendre que quelqu'un a une moto, est sur sa moto, conduit, met son casque, mais à son épouse derrière et son épouse de son casque. Comment est-ce que tu l'aimes, tu l'aimes? Et tu dis aimer cette femme? Tu as ton enfant derrière toi, tu as remarqué ton enfant, tu as ton casque sur la tête. Toi, tu vois qu'il faut porter casque, c'est très important. Mais ton enfant qui est derrière, tu ne lui portes pas une casque. Et tu l'aimes comme ça? Ce n'est pas bien. Donc, je crois que les gens doivent... Sur Zem là, si vous voulez prendre Zem là, achetez votre casque et portez votre casque. On ne vous dit pas d'aller prendre casque chez les Zémidians. Il y a une structure qui, avec les Zémidians, en partenariat avec les Zémidians là, je ne citerai pas leur nom, mais quand vous prenez les Zém, on vous donne un genre comme un filet qu'on vous mettez sur la tête d'abord, avant de mettre le casque. Donc ça vous protège. Et le filet est jetable? Oui, c'est jetable. Quand vous descendez, vous remettez le casque et vous enlevez ça, vous jetez ça. Ah, d'accord. Donc, chaque fois quand vous montez sur ces motos-là, voilà, vous mettez le filet sur la tête avant de mettre le casque. Mais c'est une solution. C'est désinfectant. Donc, c'est pour dire, quand on dit des trucs comme ça, on veut révolter les populations à ne pas respecter ce qui est normal. C'est légal. Ce qu'on dit, c'est pour la vie des citoyens. C'est pour protéger les citoyens. Oui, même contre leur volonté. Oui, et je crois, la seule chose qu'on peut craindre, c'est que nous sommes dans une période électorale. Et une décision politique peut venir, une décision du gouvernement peut venir parce qu'en réalité, quand les gens vont commencer par avoir de telles discussions, de tels avis prononcés de telle manière, ça n'arrange pas le pouvoir en place. On va dire que le pouvoir est en train de mettre la pression sur la population, et ils sont traumatisés, elles sont traumatisées, et qu'il faut arrêter ça, et qu'on revoie la décision. Malheureusement, c'est ça qui peut peut-être amener à sursoir à cette décision. Sinon, en réalité, en l'État, il faut faire respecter ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on parle de cas dans ce pays. On a attribué, même si c'est pour aller dire que c'est Claudine Talon qui vend casque là, Talon n'a qu'à accepter. Mais il faut faire respecter ça au Béninois pour une fois. Vous dites que vous n'avez pas l'argent. Mais aux urgences, on vous dit là-bas, là, il y a un manque de personnes peut-être, ou bien les prises en charge ne sont pas automatiques. Demandez, posez la question aux sapeurs-pompiers. Quand ils amènent les gens accidentés aux urgences, qu'est-ce qu'ils subissent là-bas? Qu'est-ce qui se passe avant même qu'on ne prenne les gens en charge? Vous n'avez pas l'argent pour manger chez vous. Et vous voulez aller aux urgences pour payer des centaines de mille. Mais il vaut mieux vous protéger. Parce que quand vous tombez un traumatisme crânien, c'est difficile à gérer. Soit vous êtes paralysé, ou vous êtes inapte à vie. Et c'est autant de conséquences pour votre famille. Vous devenez comme c'est pas. Un jouet à la maison. Mais malheureusement, vous devenez comme un jouet parce que c'est tout le monde qui vous trimballe parce que vous n'avez plus la capacité de faire quoi que ce soit. Parce qu'un choc sur la tête, c'est difficile à gérer. Donc, que les Béninois prennent conscience, que chacun achète son casque. On ne leur dit pas d'aller prendre le casque chez les Zémidians pour porter. Le casque, ça coûte. Et au pire qu'ils aient un filet, comme vous le dites là, le filet jetable là, et qui met ça sur leur tête et puis c'est réglé. En tout cas, moi je ne comprends pas pourquoi il y a de polémiques autour de cette décision. Je crois que chacun est libre de sa vie. Je ne sais pas. Chacun est libre de protéger sa vie. Ceux qui ne veulent pas protéger leur vie là, ils n'ont qu'à décider de faire de leur vie ce qu'ils veulent. Et bien évidemment, voilà. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ne pas porter. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à conduire Tombeau vers jusqu'à Cotonou. Quand ils vont tomber, on ira mettre RIP pour eux sur Facebook. On aura nos droits tout au moins pour écrire RIP pour eux. Il n'y a pas de problème. Laurent Roland-Antonin Ikes, merci pour vos commentaires et vos analyses ce matin. Merci beaucoup.